Être commissaire d'exposition avec Emmanuel Guibert, c'est un corps peut-être un peu particulier pour plusieurs raisons. La première étant qu'on se connaît quand même plutôt bien depuis maintenant quelques années, qu'en dehors du fait de bien se connaître, on se fréquente souvent. Le commissariat, ça consiste surtout à essayer de l'aider, à l'orienter des fois, à faire des choix. Premier choix, bien évidemment, ça a été de dire qu'on parlerait des biographies et pas de l'ensemble de son œuvre, mais qui est quelque chose qu'il avait envie de faire de toute façon. Il a envie de parler des autres. Il n'a pas envie de parler de lui, il a envie de parler des autres. Mais en parlant des autres comme il ne parle que de lui, finalement, on s'y retrouve. On dira qu'un vrai commissariat d'exposition, c'est vraiment qu'un artiste confie son œuvre et au commissaire de présenter l'œuvre d'une certaine façon, d'en présenter qu'une partie. Ça, c'est pas exactement ce qu'on a fait. Quelque part, c'est Emmanuel qui s'est occupé du commissariat, qui a décidé, qui a fait vraiment les choix. Après, une fois de plus, il y a des choses qui ont été réorientées, qui ont été apaisées des fois. Il a envie d'en mettre aussi beaucoup. C'est bien d'en mettre beaucoup, mais c'est un endroit particulier ici. Ce qui est assez particulier, c'est que c'est une exposition gratuite qui est dans un périmètre extrêmement touristique et que donc peuvent venir ici des gens qui, bien évidemment, ne sauront pas du tout qui est Emmanuel Guibert et puis qui auront peut-être même pas vraiment d'idée de ce qu'est la bande dessinée. Donc il y a un côté didactique, il y a quelque chose qui est extrêmement important, je trouve, c'est qu'il dit « je » tout le temps. C'est-à-dire dans les cartels, il dit « je vais vous montrer, je vous explique, vous allez voir ». Il s'adresse directement au spectateur ou à la personne qui va visiter l'exposition. Ça paraissait extrêmement important aussi. Quant à la mise en scène, elle est de facture extrêmement classique, mais il y a quelque chose qui est très important qui participe de cet aspect didactique, c'est que toutes les séquences sont des séquences de bande dessinée à lire. On peut lire des séries de 6 pages d'Alan, de la guerre d'Alan, des planches de l'enfance, mais on peut aussi lire toute une séquence du photographe. Moi, je suis producteur de musique depuis plus d'une vingtaine d'années, d'un jazz, on dira, qui a plus à voir peut-être avec la musique classique européenne du XXe siècle, ou tout autant avec la musique classique européenne du XXe siècle qu'avec Duke Ellington. Mais donc qui est un jazz fondamentalement contemporain. Et chaque fois que je rencontre des gens pour la première fois, je leur offre un disque. Et là, j'ai offert 2 disques à Emmanuel en disant « Tiens, voilà, je fais de la musique, écoute, t'écouteras, tu verras si ça te plaît ou pas. » Et je lui ai offert un disque de Stéphane Oliva et un disque qui est un peu particulier sur Stephen Foster. Stephen Foster, c'est l'inventeur de la musique populaire américaine. Quelques semaines plus tard, j'ai un coup de fil d'Emmanuel qui me dit « J'ai écouté les disques, c'est absolument formidable. J'avais pas idée qu'on puisse faire ce genre de musique. » Peut-être qu'il avait une idée du jazz un peu plus classique que celle que je pratique moi. Et il me dit « Et le disque de Stephen Foster, c'est ma musique. » Je reprends la balle au bond, je dis « Non, ça c'est ma musique. » Parce que moi je suis je suis vraiment amoureux de ce mec. Je trouve qu'il a une écriture formidable. Et donc on se lance dans une discussion et il m'explique qu'Alan Cope, donc le personnage dont il raconte, l'homme dont il raconte la vie sur plusieurs livres et qu'on peut voir ici dans cette exposition, adorait Stephen Foster. Comme tout bon Américain, il a appris les chansons à l'école. Bon, quand j'ai commencé un nouveau label en 2012, quelques années après, j'avais imaginé faire des pochettes par des dessinateurs, des gens comme Bloch, des gens qui s'intéressent à ce type de musique. Et puis je me suis dit, finalement, je pourrais tout demander à Emmanuel. J'ai appelé Emmanuel, je lui ai fait la proposition, il m'a dit, je suis ravi. Et il a fait les pochettes, très gentiment, des fois alors qu'il avait un emploi du temps épouvantable. Et on en a fait au final une vingtaine, et il y a 4, on fait à peu près 2 disques par an, ou un peu plus, et il y a 4-5 ans, je me suis dit, tiens, je vais
je vais le remercier en fait, c'était ça l'idée. C'est vraiment, je vais lui dire merci de nous avoir aidés, parce que ça nous a aidés d'avoir Emmanuel pour faire des pochettes, parce que bon, déjà c'est quand même quelqu'un de connu, et puis c'était intéressant d'avoir des pochettes qui soient... C'est-à-dire qu'on lui a confié la pochette en disant tu fais ce que tu veux. Et ça crée un dialogue, il y a des livrets qu'il a entièrement dessinés, ça crée un dialogue avec la musique. Ça, il y était extrêmement attentif. Et donc, entre guillemets, en contrepartie, je lui dis je vais faire un disque sur la musique d'Alan, sur qu'est-ce que Alan aimait comme musique, cette musique américaine. Et j'ai choisi 3 musiciens américains, 3 musiciens français, parce qu'Alan est fondamentalement franco-américain, à qui j'ai donné les livres à lire, et je leur ai dit, voilà, vous me trouvez un extrait que vous allez illustrer musicalement. Et on s'est tous retrouvés dans le sud de la France il y a 1 an et quelques, et on a enregistré ce disque qui s'appelle donc La musique d'Alan.